émotions, thérapie et hypnose, les clés pour choisir le bon praticien. Après m'être complètement trompé sur la thérapie et surtout l'hypnose, je réalise avec plaisir cette émission afin de te donner toutes les astuces ainsi que ma propre expérience concernant la recherche d'un bon praticien. C'est parti! L'émission du jour sera scindée en 3 parties. Pour commencer, je vais faire un rapide rappel concernant l'hypnose, ça ne mange pas de pain. Ensuite, je vais te partager mes 5 conseils personnels concernant le choix d'un praticien avec quelques petites anecdotes qui me sont personnelles. Et pour terminer, je vais te donner les 5 mythes que je trouve les plus intéressants. Souvent d'ailleurs, c'est l'ignorance qui nous amène à l'erreur. Alors, c'est parti! Moi, c'est Pauline et je suis maître praticien en hypnose. J'accompagne les personnes qui subissent les tourments de leur vie au point de ne plus trouver le sommeil. Tout cela pour te dire qu'avant d'en arriver là, je suis passé par la gestion financière et les flux de marchandises en hypermarché, puis par la gestion et la direction d'EHPAD. J'ai découvert 2 univers complètement différents, riches d'apprentissage et de découvertes humaines. Ayant été très sceptique concernant la thérapie et tout ce qui s'y apparente, j'ai, il y a 2 ans, eu besoin d'être accompagné. J'ai donc mis toutes mes croyances limitantes de côté afin de découvrir le merveilleux milieu de la thérapie et de l'hypnose. Et je t'avoue que c'est incroyable. Et pourtant, je t'assure que je partais de très loin. Je me suis d'ailleurs tellement passionné par l'hypnose que je m'y suis formé au point d'en faire mon métier. Bref, assez parlé de moi, bienvenue sur le Chat d'Or. Avant que je ne commence, je voulais te prévenir que j'utilise le tutoiement. Alors c'est simplement plus naturel pour moi, à partir du moment où le respect est toujours de rigueur, bien évidemment. Et crois-moi, vu l'intensité d'une séance d'hypnose, je t'assure que le choix du pronom personnel est bien secondaire, littéralement. Bref, rentrons dans le vif du sujet, choisir son praticien. Alors j'utilise parfois le terme praticien, psy ou encore thérapeute. Le gouvernement n'ayant pas encore statué sur l'emploi de ce dernier, qui était initialement pour la médecine, il m'arrive de l'utiliser. Cela dit, il n'y a pas de lien avec la médecine. Je l'emploie vraiment pour le développement personnel et le bien-être. Mais avant tout ça, petit rappel. Sache tout d'abord qu'il faut différencier l'hypnose de spectacle que tu peux voir à la télévision ou encore dans la rue et l'hypnose thérapeutique. Concrètement, l'hypnose thérapeutique n'a pas vocation à divertir. Elle est vraiment là pour accompagner un client qui désire comprendre certains de ses comportements, par exemple le tabac, ou encore les changer, ou encore apprendre à vivre avec, comme un deuil par exemple. Tu connais probablement un membre de ton entourage, proche ou lointain, qui est fier de ne plus fumer grâce à l'hypnose. Pour te donner une définition, l'hypnose est un état de conscience modifié. Elle permet d'accéder à l'inconscient qui, même s'il est en arrière-plan en temps normal, représente entre 80 et 90% de notre fonctionnement global. Cet état est produit naturellement par le cerveau toutes les 90 minutes environ. Et cela ne dure que quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Pour illustrer l'hypnose, rappelle-toi de ces moments où tu es dans la lune, en hyperconcentration par exemple, au point d'oublier le monde qui t'entoure, ou encore lorsque tu roules pendant plus d'1 heure sans même voir le temps passer. Eh bien, petite échelle, c'est cela qu'on le ressent pendant une séance d'hypnose. Grâce à l'hypnose thérapeutique, le cerveau demeure dans cet état pendant plusieurs dizaines de minutes, à des profondeurs de relaxation différentes. L'objectif véritablement, c'est de créer une dissociation entre le conscient et l'inconscient et permettre à ce dernier de s'exprimer. Petit rappel, il n'y a pas de notion de perte de contrôle ou d'aller contre sa volonté. Crois-moi, si tu ne veux pas, tu n'iras pas. Il n'y a pas de sujet. Je pense que je pourrais même te donner ma propre définition qui est celle-ci. L'hypnose, c'est la porte permettant d'accéder à l'inconscient et aux émotions. Après ce petit rappel, passons à la seconde partie. Dans cette partie-là, je vais te donner mes conseils pour bien choisir ton praticien. Je ne parlerai pas dans cet épisode des différentes techniques qui existent entre l'hypnose, la PNL, le MDR et tout ce qui s'ensuit. Là vraiment, c'est un épisode qui est consacré à comment bien choisir son praticien. Conseil numéro 1. Utilise ton intuition. Je m'explique. Ne cherche pas le meilleur dans son domaine, mais cherche bien le meilleur pour toi. Si c'est un bon praticien, tu vas probablement lui dévoiler des choses que tu n'as jamais dites à qui que ce soit, peut-être même pas à toi-même. Autant bien te choisir, véritablement. Donc n'hésite pas à te poser des questions sur ce que tu ressens lorsque tu travailles avec lui. Est-ce que c'est ok ?
Ou est-ce que tu ressens un inconfort qui t'amène à être sur la défensive, par exemple? Attention, je mets un bémol concernant la défensive. Parfois, elle est présente car tu sors de ta zone de confort, ce qui est un excellent signe. C'est assez subtil et pourtant, c'est un très bon indicateur. Donc, il faut réussir à jauger et à voir les nuances entre une véritable défensive parce que cette personne ne te convient pas, ou alors simplement une sortie de zone de confort qui n'est pas toujours la plus agréable au démarrage. Je te donne un exemple. Lorsque j'ai trouvé mon psy en 2022, il était à l'autre bout de la ville où j'habitais. Mais littéralement à l'autre bout, j'en ai pour une demi-heure de trajet alors que j'avais plein de thérapeutes sur mon chemin. J'ai regardé sa photo, son regard, les mots employés sur ses réseaux et j'ai choisi de cette façon-là. Aujourd'hui, je vis à 800 bornes de son cabinet et quasiment l'ensemble de ma thérapie, je l'ai faite en distanciel. Parce que trouver le bon vaut tout l'or du monde. D'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de mon histoire, à la fin de la première séance, il m'a dit qu'il ne voyait pas sur quel sujet il pourrait m'accompagner. Sachant que je donne bien au change, je l'avoue, j'ai maintenu le rendez-vous suivant. Surprise, surprise, il a compris l'ampleur du chantier après le second rendez-vous. Cela étant, j'ai appris à tellement bien cacher mes souffrances que c'est vraiment difficile de me cerner au début, même pour un psy avec 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, il est mon psy depuis 2 ans, j'ai réalisé environ 50 séances si ce n'est plus, et surtout, il a réussi à me cerner pour mes qualités autant que mes souffrances. Et je vais pas te mentir que grâce à lui, j'ai énormément avancé sur tout ce qui m'importait. Alors mon conseil, utilise ton intuition et écoute tes ressentis pour choisir le bon professionnel pour toi. Conseil numéro 2. Ne te soucie pas que de la méthode utilisée. Même si tu es sceptique ou encore que tu n'as pas confiance dans telle ou telle méthode dans le fond, je pense que c'est pas le plus important. L'hypnose, ce n'est qu'un outil après tout, comme la PNL, le MDR, qui est utilisé, d'ailleurs ce dernier est utilisé pour les traumatismes. Le plus important, c'est de commencer la démarche et de te sentir bien avec ton praticien. Je te donne un exemple. Lorsque tu vas chez le garagiste pour ta voiture, tu te moques des outils que va utiliser le mécano. On est bien d'accord. Ton objectif, c'est de récupérer ton véhicule, réparé et en sécurité. Eh bien pour moi, si tu as peur de l'hypnose ou d'un autre outil, ne t'arrête pas à cela. Pense vraiment à ton objectif final, c'est-à-dire régler tel ou tel problème ou aller mieux sur tel ou tel sujet. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant aussi de se demander pourquoi tu n'as pas confiance dans ces outils. Est-ce que c'est de la méconnaissance, de la peur, de l'ignorance, des idées reçues, etc. Alors mon second conseil, c'est celui-ci. Choisis une méthode qui pourrait te plaire potentiellement, même si au départ t'es pas convaincu ou t'as jamais essayé, c'est pas grave. Mais choisis vraiment une méthode qui pourrait te plaire, mais surtout cherche la personne qui te permettra de grandir, peu importe la méthode. Conseil numéro 3. Trouve la personne qui saura se remettre en question. On fait tous des erreurs, des bêtises en tant que professionnel. C'est une norme qu'il est parfois difficile à accepter, je l'avoue. Tu viens en séance pour aller mieux, pas pour que ton professionnel se trompe. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il se situe de l'autre côté du bureau qu'il est parfait. Donc s'il est capable de se remettre en question, de s'interroger et de dire qu'il s'est trompé, tu as littéralement tout gagné. Alors n'hésite pas à poser des questions, à l'interroger, à demander, à t'ouvrir, parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux véritablement atteindre tes objectifs. Alors peut-être que c'est en lien avec l'hypnose, mais pour moi, il est important que je m'ouvre aussi avec mes clients. Je n'ai pas besoin de raconter ma vie techniquement, mais j'ai besoin vraiment d'apporter mon humanité dans chacune de mes séances. Autrement, pour moi en tout cas, il suffit d'échanger avec une intelligence artificielle et tout le monde est content. Je ne le savais pas, mais peu de gens viennent en thérapie avec des questions. Je te donne un exemple. Entre 2 séances, que ce soit une durée de plusieurs jours ou plusieurs semaines, peu importe, j'ai des questions qui me taraudent. Souvent, je les note afin de cogiter dessus. J'aime bien aussi poser la question à l'un de mes praticiens. Avoir un avis extérieur et pouvoir débattre dessus, moi je trouve que c'est super intéressant en fait. Cela ne veut pas dire que je vais être d'accord ou accepter l'explication, cela veut simplement dire que j'envisage une autre opinion afin de m'ouvrir davantage à d'autres manières de penser, tout simplement. Et tu vois, j'arrive souvent avec une liste de questions, voire des sujets sur lesquels je veux échanger ou je veux pouvoir travailler sur ma thérapie. Alors, dans un sens, c'est ma thérapie, donc en fait, je fais un peu ce que je veux. Donc, à moi de venir avec de la matière aussi, et pas d'attendre que mon praticien fasse tout le travail, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Pour illustrer mes propos, je te donne des exemples. Ou simplement, est-ce qu'il existe un mot entre l'amour et l'amitié? Est-ce que
c'est le changement qui amène à l'évolution ou est-ce que c'est l'évolution qui amène au changement? Ou encore une autre question, pourquoi je ne rêve jamais des personnes qui comptent énormément pour moi? Qu'est-ce que c'est que véritablement l'amour pour moi? Ou alors pour la majorité des gens. J'aime bien parfois aussi comparer avec la norme pour voir si je suis hors norme, ce qui, oui, est le cas, mais simplement pour voir en fait à peu près ce que autrui pense concrètement. Ou encore, pourquoi je suis attiré par les personnes plus âgées que moi, tu vois, etc. Bref. Et avec du temps, j'ai pris le temps et j'ai apporté une, voire des réponses pour toutes celles qui me posaient problème. Bon, j'avoue que ça m'a amené à me poser d'autres questions, mais techniquement, c'est aussi hyper agréable de constater sa propre évolution. Surtout quand on est très exigeant avec soi-même. C'est hyper intéressant de voir, waouh, je suis parti de là et aujourd'hui j'en suis là. C'est juste incroyable. D'ailleurs, pour terminer mon argument, je ne cherche pas à détenir la vérité. Je cherche à détenir une vérité. Je pars du principe que ma vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle que j'aurai demain. J'évolue et mon système de pensée également. Pour revenir sur mon conseil initial, celui de trouver le praticien qui saura se remettre en question, j'ai été confronté à ce sujet quelques séances après le début de ma thérapie en 2022. Ayant du mal à clôturer une séance s'il me reste des questions concrètement sur le sujet, je prends souvent des doubles séances, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 1 heure, je prends 2 heures. Je n'aime pas que le temps m'empêche d'évoluer. Véritablement, c'est un truc qui m'agace quand à la fin, bon bah c'est l'heure, je déteste ça. J'ai vraiment la sensation de rester sur ma faim. Du coup, pour la petite anecdote, ça devait être ma 3e ou 4e séance avec mon psy principal. Je mets des guillemets quand je le dis, mais c'est important parce que c'est celui avec qui j'ai fait le plus de séances, parce que j'en ai plusieurs. Et après ma 3e ou 4e séance, pendant qu'on l'échangeait, il dit presque de manière inconsciente, aujourd'hui avec le recul en tout cas je l'analyse de cette façon-là, il dit tu sais à la base, moi je fais de la thérapie brève. Sur l'instant j'ai pas relevé, j'ai vraiment pas relevé, j'ai poursuivi ce que j'étais en train de dire. Mais après la séance, tu n'imagines même pas à quel point j'ai bugué et à quel point pendant 2 semaines mais j'ai grogné mes puissances 20 millions, vraiment. Après analyse, sa phrase m'a gavé à un niveau mais stratosphérique. Je le dis avec beaucoup d'humour, mais j'ai une amie qui me suit depuis le début de ma thérapie et vraiment, elle sait à quel point ça m'a vraiment fané. Bien évidemment, j'étais sur une interprétation, mais il était hors de question que je poursuive ma thérapie avec ce questionnement-là. Parce qu'il l'a sorti, enfin, sa phrase est venue tellement naturellement qu'il y a un truc qui m'a fait bugger, j'avais besoin d'en discuter avec lui. Donc du coup, après avoir ruminé pendant 15 longues journées, en plus j'avoue, la patience avec mes clients, j'ai aucun problème, la patience avec moi-même, c'est très compliqué. Bref. Donc après avoir ruminé pendant 15 longues journées, j'arrive à mes 2 heures de consultation. J'étais parti pour arriver en mode GIGN, hein. Je le cache pas, j'étais en mode remonter comme un coucou, on y va quoi. Mais non, je me suis dit bon, c'est peut-être un peu violent quand m'arriver quand même. Surtout qu'en plus je ne comprenais pas le pourquoi de sa phrase. Du coup, j'ai fait ma séance, mes 2 heures de séance, qui se sont superbement bien passées en plus parce que c'est le début de ma thérapie, il y avait plein de choses à voir. Donc vraiment, ça faisait un bien fou. Après chaque séance, il y avait vraiment ce côté, ça fait du bien. Et du coup, juste avant de raccrocher, je lui dis, est-ce que tu te souviens de la dernière remarque que tu m'as faite à la fin de notre dernière séance concernant le fait que tu fasses de la thérapie brève? Et je lui ai simplement dit, j'y ai réfléchi, et si tu ne désires pas m'accompagner dans ma thérapie, atypique et borderline, je l'avoue, ne sois pas gêné de me le dire. Je préfère le savoir maintenant, comme ça je ne perds pas mon temps. Et tu sais, c'est un peu à ce moment-là où j'ai senti qu'il y avait vraiment un échange un peu hors norme entre le praticien et moi. Tu vois, il y avait vraiment... Là, je comptais pas raccrocher sans avoir ma réponse, vraiment. J'ai passé 2 semaines à ruminer dessus, il y avait pas de sujet en fait, j'attendais vraiment cet échange, ce petit moment vraiment sincère, indépendamment de cette relation praticien-client, si tu vois ce que je veux dire. Je m'adressais aux professionnels, certes, mais je m'adressais aussi à l'homme derrière. D'ailleurs, quand je lui ai posé la question, j'ai bien senti que lui aussi il avait cogité dessus, puisqu'il m'a répondu quasiment dans la seconde qui a suivi, comme s'il avait déjà préparé sa réponse. Donc concrètement, je pense que l'un comme l'autre, on avait vraiment pressenti que ça fallait qu'on revienne dessus. Et c'est ça qui est top aussi. Et c'est vrai que dans la foulée, il m'a avoué ce qu'il avait dérangé, et je mets des grandes guillemets, parce que c'est pas vraiment le bon mot, mais j'en avais pas trouvé un autre. Et surtout, j'ai compris concrètement qu'aussi, il y avait un côté de lui qui sortait de sa zone de confort, et du coup, que c'était pas agréable, finalement. Et donc, on a pu en discuter avec franchise, avec bienveillance, et je lui ai même apporté un argument qu'il n'avait pas envisagé dans cet échange-là.
Et finalement, bah, tu vois, ça paraît pas, mais ce simple échange, moment finalement de sincérité extrêmement profonde, mais aussi bienveillante, finalement, même si c'est pas toujours le plus agréable à avoir, ce moment, il a permis de passer à un nouveau palier dans mon développement personnel. J'ai vraiment vu une différence. On avait abaissé certaines barrières, autant lui que moi, et ce qui m'a permis d'aller encore plus loin dans ma thérapie. Et franchement, c'est hyper plaisant, je te l'assure. Alors, tout ça pour dire que mon conseil, je reviens dessus, je me suis peut-être éparpillé, mais en tout cas, tout ce que je voulais te dire, c'est que n'hésite pas à trouver la personne qui saura s'interroger, se remettre en question, s'adapter à toi, et surtout ne crains pas de poser des questions, c'est hyper important. Conseil numéro 4, avoir confiance. Alors je sais que déjà l'hypnose, c'est déjà difficile quand on n'a pas encore expérimenté, alors réussir à rentrer en état hypnotique si tu n'as pas confiance, c'est vraiment pas l'idéal, très honnêtement. Cela dit, je trouve qu'un accompagnement est basé sur la confiance entre les deux parties. Il est donc nécessaire d'avoir vraiment confiance en ton praticien, certes en ses capacités professionnelles, afin d'obtenir la sécurité qui est nécessaire notamment quand il y a des fortes émotions, mais aussi d'avoir une transparence, une bienveillance et bien évidemment un respect mutuel. Après, j'avoue, avoir toutes ces exigences en une seule relation n'est déjà pas monnaie courante, personnellement parlant, mais alors réussir à l'avoir avec un inconnu pourrait sembler utopique, je l'avoue. Cela dit, je trouve qu'il a une certaine facilité à parler à un inconnu. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je me suis rendu compte que c'est même parfois plus simple. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, c'est fou. Tu balances ce que t'as à dire et hop, advienne que pourra, de toute façon je m'en moque, je le connais pas, donc voilà. Mais en tout cas, comme on ne se connaît pas encore, je trouve que c'était plus simple pour avoir un regard neutre et vraiment sans jugement. Parce que je trouve aussi que la confiance, ça se crée au fur et à mesure du temps. Comme pour beaucoup de choses. Il y a certaines personnes avec qui c'est plus évident que d'autres. Alors vraiment, mon conseil, c'est tourne-toi vers la personne en qui tu penses pouvoir faire confiance. Celle avec qui tu penses pouvoir avancer et grandir, véritablement. Et s'il s'avère que c'est pas la bonne, c'est pas grave, persévère. Conseil numéro 5. Ne te préoccupe pas du regard des autres. Quand j'ai commencé ma thérapie en 2022 et que je racontais mes séances à une très bonne amie, d'ailleurs, encore aujourd'hui je le fais, elle avait parfois du mal à comprendre mon approche. C'est-à-dire que moi, le côté formel, distant, presque inhumain parfois à mon sens, n'ont jamais été ma tasse de thé. C'est vraiment pas mon truc. Alors pour t'expliquer, pour comprendre certains concepts, parfois en fait, il m'arrive de poser des questions personnelles à mes praticiens. Techniquement, je ne cherche pas à connaître leur vie, c'est ma thérapie, je suis pas là pour eux, ils sont là pour moi, tu vois. Je cherche vraiment à avoir des exemples concrets. Donc du coup, je leur pose des questions. Alors c'est pas toujours évident pour les autres de comprendre mon fonctionnement, et pourtant, comme je cherche à comprendre en profondeur un sujet, j'ai besoin de voir aussi, d'avoir un avis extérieur et d'avoir un exemple extérieur à ma propre histoire. Parce que pour moi, s'auto-centrer en séance, c'est bien, puisque c'est ma thérapie, mais il faut aussi être prudent car ce n'est pas toujours la meilleure des solutions. Et d'ailleurs, c'est à ce moment que j'ai compris vraiment la différence notable dans ma thérapie, en plus du fait que j'ai plusieurs praticiens différents. Et en plus du fait que moi-même, maintenant, je pratique sur moi-même. Bref, tout un arsenal. D'ailleurs, cela me fait aussi penser à un autre exemple. Je parle régulièrement de mes séances avec ma mère. Elle est également suivie, mais elle avec un psychiatre. Lors d'une séance, j'avais eu une réflexion à voix haute avec mon psy qui était en fait, un psy, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'était une réflexion vraiment, il n'y avait aucune méchanceté, il n'y avait aucun jugement dans mes propos, c'est simplement un constat à chaud à la suite de notre conversation. Parce que pour le coup, il m'avait donné des exemples, et j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Un peu bateau, mais souvent vrai. Finalement, en fait, j'étais un peu comme un enfant qui annonce une vérité à voix haute sans se soucier des normes sociétales. Il y a pas de jugement, c'est juste un constat. Et lorsque j'ai répété finalement cette phrase, fais ce que je dis parce que je fais, à ma mère en lui racontant ma séance, je me souviens encore de la remarque qu'elle m'a fait à ce sujet-là. Pour elle, il était vraiment inconcevable que je puisse, que j'ose dire cela à mon psy, et que parce que pour elle, je dépassais les limites et que ce n'était pas correct. Avec le recul, quand j'y réfléchis, je comprends son argument. Je comprends également que ce sont ses limites à elle, pas les miennes, et qu'à un moment, elle n'a pas de jugement à porter sur ma thérapie et finalement sur ma relation, je mets des guillemets quand je le dis, entre mon thérapeute et moi. Je l'entends, je comprends son argument, mais ma thérapie reste ma thérapie. Et donc c'est pour ça que mon argument c'est vraiment ne laisse pas quelqu'un juger ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas.
même si c'est atypique et même si ça sort des sentiers battus, ou pire que ça sort de ses propres sentiers à elle, ou en tout cas à cette personne-là. Et le pire, c'est que pour la petite histoire, c'est que mon psy, il avait déjà posé ses limites. Ça faisait suffisamment de temps qu'on travaillait ensemble pour que je connaisse déjà ses limites, qu'il les avait déjà posées, que je savais sur quel pied danser, si je puis dire. Et d'ailleurs, en 2 ans, ça lui est arrivé 1 ou 2 fois de me rappeler gentiment que, attention Pauline, peut-être que tu dépasses un peu les limites, mais c'est aussi ça l'apprentissage, j'ai envie de te dire, même dans une thérapie, se tromper, tomber, recommencer, c'est ça qui fait la différence. Et puis crois-moi, mon psy n'a pas sa langue dans sa poche, s'il a envie de me dire, excuse-moi du terme, mais s'il a envie de me dire merde, il me le dira, donc tout va bien. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de l'argumentaire, c'est ce que j'attends de lui. J'ai besoin parfois d'être bousculé, remis à ma place si besoin, et j'ai besoin aussi de sortir de mes sentiers que je connais si bien finalement. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la définition même d'un bon praticien, concrètement. Donc mon conseil, ne te préoccupe pas de ce que font les autres, de ce que pensent les autres. Occupe-toi de toi, c'est déjà bien suffisant comme ça. Et pour terminer, même si ton entourage ne croit pas à certaines méthodes, ne t'arrête pas à ça. L'important c'est pas ce qu'il pense, car souvent il ne fait rien pour aller mieux. Donc bon, fais ce que je dis, pas ce que je fais, je reviens à ça. Il n'y a pas que les psys. En tout cas, ne t'empêche pas d'aller mieux, surtout pour des peurs qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est déjà pas évident de faire toutes tes démarches de développement personnel, c'est pas pour que ton entourage en rajoute. Et voilà, je pense t'avoir donné quelques conseils pour trouver le bon praticien. Je t'ai épargné les conseils un peu lambda que tu peux trouver sur internet, tels que vérifier ses références, les avis s'il en a, voir ce que ça donne, etc. etc. Moi je te propose c'est que t'ailles tester, que t'ailles voir ce que ça donne et que tu te fasses ton propre avis. Et surtout, je te souhaite de trouver la bonne personne pour avancer, car comme j'adore le répéter, mieux vaut boiter sur le bon chemin que courir sur le mauvais. Et donc, pour te résumer mes 5 conseils, le conseil numéro 1, c'est utilise ton intuition. Le conseil numéro 2, c'est ne te soucie pas que de la méthode utilisée. Le conseil numéro 3, c'est trouve la personne qui saura se remettre en question et qui saura faire différemment et s'adapter à toi. Conseil numéro 4, trouver la personne où tu penses pouvoir avoir confiance. Et dernier conseil, le conseil numéro 5, ne te préoccupe pas du regard des autres. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais m'arrêter sur quelques mythes qui méritent d'être relevés. En effet, il y a tellement de croyances qui tournent encore autour de la thérapie dans son ensemble et dans sa globalité. Mythe numéro 1, le vouvoiement. Comme tu as dû le constater, je ne vous vois pas. Avant même d'accompagner, j'ai compris que ce n'était pas ça qui m'intéressait. Ce que je voulais, c'était un respect mutuel. Pour la petite histoire, lorsque j'avais 13-14 ans, je montais à cheval. Mon niveau m'avait amené à monter avec des adultes très rapidement. En plus, mon mètre 80 aide aussi, je l'avoue. J'adorais cela parce que à chaque fois que j'allais monter avec des adultes, j'apprenais plein de choses avec eux. En plus, souvent, c'était des parents, donc du coup, j'apprenais vraiment plein de choses. Bref, tout ça pour te dire qu'une de mes camarades avait une fille de mon âge. On avait le même âge toutes les deux, et moi, je montais à cheval avec sa mère. J'ai constaté qu'elles se vouvoyaient mutuellement, et j'ai été surprise. C'est pas le vouvoiement qui m'a surprise, même si je trouve ça impersonnel, c'est le mépris dans la voix de cet ado envers sa mère. C'est drôle parce que quand j'ai réfléchi, la période avant l'âge adulte, elle est pas évidente. Généralement, elle est pas évidente. Et à partir de ce jour, je t'avoue, j'ai décidé d'utiliser principalement le tutoiement, car on peut l'employer avec un immense respect, comme moi je peux le faire avec mon psy, pour qui je voue un respect vraiment très très important, même si parfois ça se voit pas toujours, ou à l'inverse, vous voyez tout en insultant. D'ailleurs, je tutoie quasiment tous mes praticiens. Je dis quasiment car j'en ai une nouvelle et je sais que c'est encore difficile pour elle de le faire, alors je respecte son choix. En tout cas pour l'instant. Mythe numéro 2. Le thérapeute a toutes les réponses. Oula, alors là j'avoue, je t'arrête tout de suite. Non, concrètement non. D'ailleurs, comment avoir une réponse face à une histoire qu'on ne connaît pas? Le plus important finalement, c'est que tu trouves tes propres explications. D'ailleurs, malheureusement pour moi, il n'y a pas toujours de réponse. J'avoue, je déteste ça, mais c'est comme ça. Il faut parfois accepter de ne pas savoir. Et je trouve aujourd'hui, avec le recul, qu'il y a une certaine beauté dans le fait de ne pas savoir. Cela dit, dans tous les cas, un praticien n'a pas à se prononcer. Il est là pour t'amener à trouver tes propres réponses, tout en t'aidant à trouver de nouvelles questions. Et c'est ça qui est merveilleux.
Mythe numéro 3. La thérapie est une solution rapide. Bon, celle-ci elle est un peu plus complexe, je l'avoue. Après, avec mon expérience, cela peut l'être, notamment grâce à des techniques qui utilisent l'inconscient, donc notamment l'hypnose entre autres. Je pense aussi qu'il faut donner du temps au temps. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu traînes une souffrance depuis 10, 20, 30 ans, voire des souffrances, et que tu les as surtout utilisées comme fondation, je pense notamment à ton enfance, et pour moi l'enfance, en tout cas la construction d'un adulte, peut aller jusqu'à 25 ans, voire plus vieux pour d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu traînes une souffrance depuis 10, 20, 30 ans, et que tu les as utilisées comme fondation, il est nécessaire de prendre le temps pour déconstruire avant de rénover. Donc en fait, c'est un peu ça. Ce n'est que ma vision. Pour moi, il n'y a que la tour de Pise qui tient en étant bancale. Donc, et encore, il faut prendre en considération qu'elle est régulièrement consolidée. Donc pour répondre, certains sujets même lourds peuvent être traités en quelques heures, alors que d'autres nécessiteront plusieurs mois. Tout dépend de toi également et de ton implication et de ton ouverture face à ta souffrance aussi. Parce que vouloir aller mieux, c'est une chose, mais réussir à s'ouvrir pour aller mieux, c'est autre chose. Je te donne mon exemple. J'ai mis du temps à vraiment m'ouvrir. Personnellement, je savais même pas ce que ça voulait dire. Ce n'est pas que je voulais faire une rétention d'informations, c'est simplement que je ne savais même pas comment faire les choses et par quoi commencer. Alors le faire avec autrui et notamment un inconnu, pour moi c'était juste inenvisageable à l'époque. Donc la thérapie, donc finalement, la thérapie ça peut être rapide. À partir du moment où tu prends ton temps. Ou alors j'ai mieux, faut-il prendre son temps pour aller plus vite et ou aller plus loin. Voilà, épreuve du bac, tu as 4 heures, c'est parti, philo. Mythe numéro 4. Les praticiens sont toujours neutres et distants. Est-ce que tu connais ce fameux mythe du psy qui se contente de faire ce fameux mais encore. C'est très cliché, je l'avoue, je le dis en rigolant, mais c'est très cliché. Et pourtant, je suis certaine que tu y as pensé. Bon, en soi, je suis pas là pour juger de l'efficacité de la méthode, parce que certainement ça fonctionne. Cela dit, ce n'est pas seulement la seule méthode qui existe. Il y a des praticiens qui sont curieux, qui s'impliquent vraiment avec toi dans ta quête, et surtout qui parlent. D'ailleurs, je pense que je suis un bon exemple pour cela. Donc, non, les praticiens ne sont pas toujours neutres et distants. Et pour le dernier mythe, le mythe numéro 5, la thérapie est réservée aux personnes malades. Et je mets des grandes guillemets quand je dis malades. J'aime particulièrement celle-ci, pour être très honnête. Surtout qu'en plus, avec toute l'avancée, toute l'évolution de notre monde, des pensées, l'explosion d'Internet en l'espace de 20 ans, des réseaux sociaux, l'évolution exponentielle de tellement de sujets, comment ne pas être perdu dans tout ça? Tu rajoutes à cela des blessures colmatées à l'aide de petites rustines, et franchement, ça donne pas un cocktail merveilleux. Tout ça pour dire. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'une personne n'ayant pas un suivi psychologique, ça ne tient qu'à moi, a beaucoup de chances de malheureusement être malade. Je te donne un exemple, je te pose une question. Pourquoi soigner une blessure physique, ça paraît évident, alors que soigner une douleur psychique, qui est souvent parfois pire et avec des conséquences à plus long terme, est si compliqué? Et en plus, surtout, moi j'estime, en tout cas c'est mon opinion, qu'il faut un sacré courage pour demander de l'aide. Alors pour moi, la thérapie n'est pas réservée qu'aux personnes malades, elle existe surtout pour aller mieux, simplement. Eh bien, je pense avoir balayé bon nombre de sujets sur comment choisir son praticien et surtout quels sont les points d'attention selon moi. J'espère que tu y vois plus clair désormais ou que cela t'a apporté de nouvelles questions. Après tout cela, je pense que tu as de quoi cogiter, ou alors mieux, tu as trouvé des débuts de réponse à tes questions. Je sais à quel point c'est difficile et pourtant je peux te promettre que c'est tellement merveilleux de pouvoir discuter de choses aussi profondes, sans jugement, dans une bienveillance et dans une ambiance saine. Tu rajoutes à cela de l'humour et une pointe de dérision, et tu en arrives au point d'être ravi et presque excité d'aller à ta séance. Alors si tu te sens prêt, ne te pose plus de questions et fonce vers ton bonheur. Eh bien, je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, et si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager au maximum mon émission Le Chat d'Or. Avant que tu ne files, la prochaine émission sera diffusée mardi prochain. Je vais essayer de faire en sorte de sortir mes émissions tous les mardis et toutes mes auto-hypnoses le jeudi. Elle portera cette fois-ci mardi prochain sur une hypnose qui permettra de se libérer ou encore de simplement apprendre à prendre du temps pour toi. C'est déjà énorme, surtout dans ta vie où tu cours certainement partout. Et pour clôturer, n'oublie pas, mieux vaut boiter sur le bon chemin que courir sur le mauvais. À bientôt!